En ce moment même, vous êtes dans le champ d'attraction d'une force venue des profondeurs de l'univers, une force dont nous ignorons la nature. Depuis la toute première seconde où vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez été entraîné sur des dizaines de milliers de kilomètres par un géant invisible qui vous attire, vous et l'ensemble de votre galaxie, vers lui. Votre vitesse est environ 800 fois supérieure à celle d'une balle sortant d'un fusil. Tout comme une étoile à neutrons déforme l'espace-temps autour d'elle pour tout engloutir, cette mystérieuse anomalie appelle la Voie lactée, ainsi que 100 000 autres galaxies, vers un point de rendez-vous dont l'issue est incertaine. Nous ne ressentons rien, ni vent, ni secousse. Nous ne connaissons cette troublante vérité que grâce à l'analyse de cette lumière fossile, vestige de la création elle-même, que nous appelons le fond diffus cosmologique. Aujourd'hui, nous allons percer le secret de ce grand attracteur qui tient le destin de notre galaxie entre ses mains et découvrir pourquoi il nous appelle. Si vous aussi, vous avez conscience que vous n'êtes pas seulement un spectateur de l'univers, mais également l'acteur principal de l'un de ses plus grands mystères, rejoignez-nous dans cette enquête cosmique. Alors, selon vous, cette attraction colossale est-elle une loi physique inévitable de l'univers, ou fait-elle partie d'un dessein qui dépasse notre entendement? Partie 1. La dérive cosmique, le courant secret de l'univers. En ce moment même, vous filez à toute allure à travers l'univers, à une vitesse de 390 mètres par seconde. Depuis que vous avez commencé cette vidéo, vous avez déjà parcouru plus de 11 000 miles. Mais la partie la plus effrayante, c'est que nous n'en connaissons pas la raison. Quelque chose là dehors, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, attire toute notre galaxie vers lui. Et il ne s'agit pas seulement de nous. 100 000 galaxies sont entraînées vers le même point mystérieux. Si ce voyage vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Maintenant, découvrons ce qui nous attend. Vous n'avez jamais été immobile, pas une seule fois dans toute votre vie. C'est un fait scientifique prouvé. Au sein du cosmos, vous filez comme une fusée à une vitesse qui ferait passer un avion de chasse pour un vélo à l'arrêt. 390 mètres par seconde. C'est la vitesse de déplacement de notre galaxie dans l'univers. Pour mettre cela en perspective, une balle tirée d'un fusil parcourt environ un demi-mille par seconde. Vous, à chaque instant de chaque jour, vous vous déplacez environ 800 fois plus vite que cette balle. Dans le temps qu'il vous faut pour cligner des yeux, vous parcourez environ 150 miles. Lorsque vous aurez fini d'écouter cette partie, vous aurez parcouru plus de 200 000 mètres dans l'espace. Et vous n'aurez rien senti. Ni vent, ni turbulence, ni la moindre sensation de mouvement. Partie 2. L'écho de la création. Quand la première lumière du cosmos a parlé, cette découverte a eu lieu dans les années 1970, alors que les astronomes étudiaient ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Considérez cela comme la lueur résiduelle de la création elle-même. Lorsque l'univers est né, il y a environ 14 milliards d'années, il a émis un flash de lumière. Cette lumière voyage depuis lors à travers l'espace, s'étirant et se refroidissant à mesure que l'univers s'étend. Aujourd'hui, elle emplit chaque recoin de l'existence sous la forme d'une faible lueur de micro-ondes. Les scientifiques s'attendaient à ce que cette lueur paraisse identique dans toutes les directions. Après tout, l'univers est censé être uniforme à grande échelle. Mais en la mesurant attentivement, ils ont découvert quelque chose d'étrange. La lumière était légèrement plus bleue dans une direction et légèrement plus rouge dans la direction opposée. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous en faites l'expérience chaque fois qu'une ambulance passe à côté de vous dans la rue. En s'approchant, le son de la sirène semble plus aigu. En s'éloignant, le son de la sirène semble plus grave. La lumière fonctionne de la même manière. Lorsque vous vous déplacez vers une source de lumière, elle se décale vers le bleu. Lorsque vous vous en éloignez, elle se décale vers le rouge. Ce motif dans le fond diffus cosmologique a révélé quelque chose de remarquable aux scientifiques. Notre galaxie tout entière se déplaçait rapidement et dans une direction très spécifique. Au début, cela semblait tout à fait normal. L'univers est en expansion. Après tout s'éloigne de tout. Les scientifiques appellent cela le flux de Hubble, du nom de l'astronome Edwin Hubble qui l'a découvert. Bien sûr, notre mouvement faisait partie de cette expansion cosmique. Mais lorsqu'ils ont fait les calculs, quelque chose ne collait pas. Partie 3. La masse invisible.
Quand les calculs étaient faux, oui, l'expansion de l'univers expliquait une partie de notre vitesse. Et oui, l'attraction gravitationnelle des galaxies proches comme Andromède en expliquait un peu plus. Mais il restait une grande part de notre vitesse qui demeurait inexpliquée. Nous nous déplacions trop vite et nous nous déplacions dans une direction qui n'avait aucun sens. Il y avait autre chose là dehors, quelque chose que nous ne pouvions pas voir, quelque chose d'assez massif pour dévier toute notre galaxie de sa trajectoire. Les scientifiques ont vérifié et revérifié leurs calculs. Le résultat était toujours le même. Nous étions attirés vers quelque chose. Mais qu'est-ce qui pouvait bien être assez puissant pour déplacer une galaxie entière? Il faudrait des décennies pour découvrir la réponse. Et quand elle est finalement arrivée, elle a soulevé des questions encore plus terrifiantes. Partie 4. L'univers transparent. Quand le brouillard s'est dissipé, pour comprendre ce que les scientifiques ont trouvé, il faut d'abord comprendre comment ils l'ont trouvé. Le fond diffus cosmologique n'est pas juste une vieille lumière. C'est la plus ancienne lumière qui existe. Les premiers photons capables de voyager librement dans l'espace. Voici ce qui s'est passé. Pendant les premières centaines de milliers d'années après la naissance de l'univers, tout n'était que chaos. Le cosmos était si chaud et si dense que la lumière ne pouvait aller nulle part. Les photons jaillissaient dans l'existence et percutaient immédiatement des particules de matière, étant absorbés ou diffusés avant de pouvoir parcourir la moindre distance. L'univers était opaque, comme essayer de voir à travers un brouillard épais, puis quelque chose a changé. En s'étendant, l'univers s'est refroidi. Finalement, environ 380 000 ans après le début, la température a suffisamment baissé pour que les atomes puissent se former. Soudain, il y eut de l'espace entre les particules. Soudain, la lumière pouvait voyager. À cet instant, l'univers est devenu transparent. Et la lumière libérée, à ce moment-là, voyage depuis. Depuis près de 14 milliards d'années, ces photons antiques traversent le vide, s'étirant à mesure que l'espace lui-même s'étend, passant d'une lueur blanche éblouissante à un murmure invisible de micro-ondes. Lorsque les scientifiques ont détecté ce rayonnement pour la première fois, en 1965, ce fut l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'astronomie. Cela a confirmé que l'univers avait eu un commencement. Cela a prouvé que la théorie du Big Bang était correcte et nous a donné un aperçu de ce à quoi ressemblait le cosmos quand il n'était encore qu'un bébé. Mais le fond diffus cosmologique cachait un autre secret, un secret qui ne serait pleinement compris que des années plus tard. Lorsque les astronomes ont cartographié cette lumière ancienne sur l'ensemble du ciel, ils s'attendaient à trouver une uniformité parfaite. L'univers primordial aurait dû être lisse, à la même température partout. Au lieu de cela, ils ont trouvé de minuscules variations. Certaines régions du ciel étaient légèrement plus chaudes, d'autres légèrement plus froides. Les différences étaient incroyablement petites, juste quelques millionièmes de degrés, mais elles étaient réelles. Ces fluctuations se sont avérées plus tard être les graines de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les régions légèrement plus denses finiraient par s'effondrer sous l'effet de la gravité, formant des galaxies, des étoiles et des planètes. Les régions légèrement plus vides deviendraient les immenses vides entre les structures cosmiques, mais il y avait un autre motif caché dans les données, un motif beaucoup plus grand. Lorsque les scientifiques ont examiné la température globale du fond diffus cosmologique, ils ont remarqué qu'une moitié du ciel était systématiquement plus chaude que l'autre. Ce n'était pas une fluctuation aléatoire, c'était la preuve d'un mouvement. Notre galaxie filait à travers cette mer de lumière ancienne à une vitesse prodigieuse, et la direction de ce mouvement pointait vers une région spécifique du ciel, une zone dans la constellation du Centaure. Quelque chose dans cette direction nous appelait, quelque chose avec une force de gravité si immense qu'elle pouvait influencer le mouvement de notre galaxie entière sur des centaines de millions d'années-lumière. Les scientifiques avaient détecté un monstre. Maintenant, ils devaient découvrir ce que c'était. Partie 5. Le voyage imperceptible, atteindre la Lune en un clin d'œil. Arrêtons-nous un instant pour saisir ce que cette vitesse signifie pour vous, personnellement. 390 mètres par seconde est un chiffre abstrait. Votre cerveau l'entend, mais ne traite pas son ampleur. Pour le rendre concret, dans le court laps de temps où vous avez écouté cette vidéo, vous avez parcouru des milliers de mètres dans l'espace, et d'ici la fin de cette partie, vous aurez parcouru une distance presque équivalente à celle de la Terre à la Lune, soit plus de 230 000 miles.
Pourtant, vous ne sentez rien. Pensez aux vibrations, aux paysages flous et aux bosses sur la route dans une voiture roulant à 70 miles par heure sur l'autoroute. Imaginez maintenant aller 500 fois plus vite, les forces G devraient vous écraser. Au lieu de cela, vous ne ressentez rien. La raison en est que le mouvement est relatif. Lorsque tout ce qui vous entoure se déplace à la même vitesse et dans la même direction que vous, il n'y a aucun moyen de détecter ce mouvement. L'air dans votre chambre, le sol, la planète entière, le système solaire et la galaxie se déplacent avec vous. De votre point de vue, vous êtes immobile, c'est le reste de l'univers qui file à toute allure. Mais ce qui est troublant, c'est que nous ne dérivons pas sans but dans le cosmos. Nous sommes tirés dans une direction spécifique par l'emprise gravitationnelle de quelque chose là dehors. Chaque seconde qui passe, nous nous rapprochons de 390 mètres de cette chose, chaque minute de 23 000 mètres, chaque heure de plus de 4 millions de miles. D'ici la fin de la journée, vous serez plus de 33 millions de miles plus près de la force mystérieuse qui entraîne notre galaxie. Les scientifiques ont confirmé que ce mouvement et sa direction sont constants, que nous accélérons vers un point précis dans l'espace. Mais ce vers quoi nous accélérions, ils ne pouvaient initialement pas le confirmer. Les chiffres pointaient vers quelque chose d'une masse si incroyablement grande que cela semblait violer les règles de l'univers, possédant plus de gravité que tout ce qui avait jamais été observé. Ils lui ont donné un nom presque anodin, le Grand Attracteur. Les scientifiques sont habitués à l'incertitude, mais dans le cas du Grand Attracteur, leur compréhension actuelle était activement contredite par les preuves. Lorsque les astronomes ont calculé pour la première fois la vitesse de notre galaxie, ils pensaient que l'explication serait simple. En tenant compte de l'attraction des galaxies voisines et des amas de galaxies lointains, ils auraient dû obtenir un chiffre correspondant à la vitesse observée. Mais les chiffres ne correspondaient pas. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble d'environ 40 galaxies qui se trouve lui-même au sein de l'amas de la Vierge, contenant plus d'1 millier de galaxies. Lorsque les scientifiques ont mesuré l'attraction gravitationnelle de ces structures, ils ont constaté qu'elles ne pouvaient expliquer qu'une fraction de notre vitesse. Nous nous déplacions des centaines de milles par seconde plus vite que ce que les sources connues pouvaient expliquer. Cela signifiait deux choses. Soit notre compréhension de la gravité était fondamentalement erronée, soit il y avait quelque chose de massif et de caché là dehors, encore non détecté. La plupart des scientifiques étaient réticents à écarter la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui avait résisté à d'innombrables tests. Elle avait prédit tout, du mouvement des planètes à l'existence des trous noirs, avec une précision extraordinaire. Si le problème n'était pas la gravité, alors la masse devait être réelle. Il devait y avoir quelque chose dans la direction de la constellation du Centaure, si massif qu'il pouvait dévier notre galaxie entière de sa trajectoire. La masse prédite était stupéfiante, 10 quadrillions de masses solaires. C'est plus que des milliers de galaxies combinées, et rien dans l'univers connu n'approchait cette échelle. L'histoire a pris une tournure encore plus sombre lorsque les astronomes ont mesuré les vitesses des galaxies voisines. Ce n'était pas seulement nous qui étions attirés, environ 100 000 galaxies dans une région de 500 millions d'années-lumière, de large autour du Grand Attracteur, étaient toutes entraînées vers le même point invisible. Cette vaste collection de galaxies, d'âges, de compositions et d'histoires différents, était attirée par une seule source gravitationnelle. Ce qui pouvait être assez puissant pour créer cet effet était un mystère profond, car aucun trou noir, unique ou halo de matière noire, ne pouvait l'expliquer. Chaque fois que les astronomes pointaient leur télescope vers cette région, le plan de notre propre galaxie bloquait leur vue, comme si un rideau cosmique dissimulait le mystère. Le Grand Attracteur, étant si massif, aurait dû briller de 1000 feux avec des billions d'étoiles et dominer le ciel. Mais lorsque les astronomes regardaient, ils ne voyaient rien. Le Grand Attracteur était un géant gravitationnel caché à la vue de tous, et pendant des décennies, personne ne pouvait regarder derrière ce rideau. Partie 6. Le rideau cosmique, le secret caché derrière notre propre galaxie. Imaginez que vous essayez d'observer une chaîne de montagnes lointaines, tout en étant au milieu d'un brouillard épais. Vous savez que les montagnes sont là. Vous pouvez sentir le vent qui descend de leur pente, mais peu importe à quel point vous plissez les yeux, vous ne pouvez pas les voir à travers la brume.
C'est exactement le problème auquel les astronomes ont été confrontés en essayant d'observer le grand attracteur. Notre galaxie, la Voie lactée, est une structure en spirale d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. La plupart de ces 400 milliards d'étoiles sont concentrées dans un plan plat, formant cette bande de lumière distinctive qui traverse le ciel nocturne. Ce plan contient également d'énormes nuages de poussière et de gaz interstellaires, les matières premières à partir desquelles naissent de nouvelles étoiles. Cette poussière est un problème, un énorme problème. Lorsque nous essayons de regarder dans l'espace lointain à travers le plan de notre propre galaxie, toute cette poussière et ce gaz se mettent en travers du chemin. Ils absorbent et diffusent la lumière visible, rendant impossible de voir ce qui se trouve au-delà. C'est comme regarder à travers une fenêtre givrée. Le verre est là, mais tout ce qui se trouve de l'autre côté n'est qu'un flou. Les astronomes appellent cette région obscurcie la zone d'évitement. C'est une bande d'environ 20 degrés de large autour du ciel, où nous ne pouvons pratiquement rien voir en dehors de notre propre galaxie avec des télescopes normaux, et elle bloque notre vue sur environ 10% de l'univers entier. Et devinez où se trouve le grand attracteur. Exactement au milieu de la zone d'évitement, presque parfaitement centré dans la seule partie du ciel que nous ne pouvons pas voir clairement. Au début, cela semblait être une terrible malchance cosmique. De tous les endroits où le grand attracteur aurait pu se trouver dans le ciel, il s'est retrouvé au seul endroit caché à notre vue. Certains scientifiques se sont même demandé s'il y avait un lien. Peut-être que les mêmes structures qui ont créé la poussière dans notre galaxie étaient liées à ce qui causait le grand attracteur. Il s'est avéré que ce n'était qu'une coïncidence. L'orientation de notre galaxie dans l'espace n'a rien à voir avec les structures à grande échelle qui se trouvent au-delà. Nous nous sommes juste retrouvés dans une position où la chose la plus massive de notre voisinage était obscurcie par notre propre arrière-cour cosmique. Pendant des décennies, ce fut un obstacle insurmontable. Les astronomes pouvaient mesurer les effets gravitationnels du grand attracteur avec précision. Ils pouvaient déterminer sa direction générale. Ils pouvaient estimer sa distance et sa masse approximative, mais ils ne pouvaient pas le voir. C'était comme savoir exactement où un trésor caché était enterré, mais être incapable de le déterrer. Le grand attracteur est resté un fantôme gravitationnel, ressenti mais jamais vu, jusqu'à ce que les scientifiques trouvent un moyen de voir à travers le brouillard. Parlons un peu plus de ce qui bloque réellement notre vue, parce que les détails comptent. Le milieu interstellaire n'est pas un espace vide. Il est rempli d'un gaz incroyablement ténu et de particules de poussière microscopiques réparties sur les vastes distances entre les étoiles. Dans la plupart des endroits, ce matériau est si rare qu'il est à peine perceptible. Un pouce cube d'espace interstellaire peut ne contenir que quelques atomes. Mais lorsque vous regardez à travers des centaines d'années-lumière de ce matériau, même de petites densités s'additionnent. Les particules de poussière sont particulièrement problématiques. Elles mesurent généralement moins d'1 micron, soit environ 100 fois plus fine qu'un cheveu humain. Chaque particule individuelle n'est presque rien. Mais des billions d'entre elles, réparties sur des milliers d'années-lumière, forment une barrière efficace contre la lumière visible. Pensez-y comme regarder à travers un brouillard très léger. Chaque gouttelette d'eau est invisible, mais assemblez suffisamment de gouttelettes et vous ne pouvez pas voir à plus de quelques mètres devant vous. Le gaz dans le milieu interstellaire cause des problèmes différents. Il absorbe la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant des lignes sombres dans les spectres des objets distants. Il diffuse également la lumière bleue plus que la lumière rouge, ce qui fait paraître les objets distants plus rouges qu'ils ne le sont réellement. Les astronomes appellent cela le rougissement interstellaire, et cela peut faire paraître les objets plus faibles et plus éloignés qu'ils ne le sont. Dans le plan de la Voie lactée, où la plupart de ce matériau est concentré, les deux effets se combinent pour créer une barrière presque impénétrable. Les étoiles qui devraient être visibles deviennent invisibles. Les galaxies qui devraient être des taches lumineuses disparaissent complètement. L'univers au-delà de notre galaxie devient simplement noir. La zone d'évitement a été nommée ainsi parce que les premiers astronomes ont remarqué que les galaxies semblaient éviter cette région du ciel. Près du plan de la Voie lactée, il y avait moins de galaxies visibles que partout ailleurs. Bien sûr, les galaxies n'évitaient rien du tout. Elles se cachaient simplement derrière la poussière. Pour le grand attracteur, cela a créé un paradoxe frustrant.
Nous savions qu'il y avait quelque chose de massif là-bas. Nous savions que nous et des milliers d'autres galaxies étions attirés vers lui. Nous pouvions calculer ses propriétés avec une précision raisonnable, mais nous ne pouvions pas confirmer visuellement son existence. Certains astronomes craignaient de se tromper. Peut-être que le grand attracteur n'était pas du tout un objet réel. Peut-être était-ce le résultat d'erreurs de mesure ou d'hypothèses erronées. Sans observation directe, il n'y avait aucun moyen d'être absolument certain. Le mystère nécessitait de nouvelles technologies, de nouvelles façons de voir. Et, heureusement, l'univers fournit plus d'un type de lumière. Partie 7. Au-delà du rideau, le murmure de milliers de galaxies. La lumière visible n'est qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Nos yeux ont évolué pour voir cette gamme particulière, parce que c'est le type de lumière qui traverse le plus facilement l'atmosphère terrestre. Mais l'univers est rempli d'autres types de rayonnements qui nous sont invisibles, ondes radio, lumière infrarouge, rayons X, rayons gamma. Chacun d'eux peut nous en dire sur le cosmos des choses que la lumière visible ne peut pas. Et voici le point crucial. Certaines de ces longueurs d'onde peuvent traverser la poussière et le gaz qui bloquent la lumière visible dans la zone d'évitement. Les ondes radio sont particulièrement douées pour cela. Leurs longues longueurs d'onde leur permettent de se faufiler au-delà des minuscules particules de poussière qui diffusent la lumière visible. Un radiotélescope peut regarder à travers le plan de la Voie lactée comme si la poussière n'existait pas. La lumière infrarouge est également utile, mais pas aussi efficace. Les longueurs d'onde infrarouges plus longues peuvent pénétrer une grande partie de la poussière, révélant des objets complètement invisibles sur les images optiques. Les longueurs d'onde infrarouges plus courtes sont toujours bloquées, mais même une pénétration partielle vaut mieux que rien. À partir des années 1980, les astronomes ont commencé des relevés systématiques de la zone d'évitement en utilisant ces nouvelles technologies. Pour la première fois, ils pouvaient voir ce qui se cachait derrière le rideau poussiéreux de notre galaxie. Les résultats ont été extraordinaires. Les relevés radio ont révélé des milliers de galaxies jusqu'alors inconnues se cachant derrière la Voie lactée. Les observations infrarouges ont mis en évidence d'énormes amas de galaxies complètement invisibles pour les télescopes optiques. Il s'est avéré que la zone d'évitement était tout aussi remplie de structures cosmiques que n'importe quelle autre partie du ciel. Et dans la direction du grand attracteur, les astronomes ont trouvé quelque chose de remarquable. Pas un seul objet massif, comme certains l'avaient prévu, pas un trou noir géant ou une galaxie naine voyou. Au lieu de cela, ils ont découvert tout un voisinage cosmique caché derrière le rideau. Des milliers de galaxies, toutes concentrées dans une région de l'espace relativement petite, toutes faisant partie de structures massives que nous n'avions jamais vues auparavant. Le grand attracteur ne se cachait pas parce qu'il était petit ou faible, il se cachait parce qu'il était derrière nous, obscurci par la poussière de notre propre galaxie. Lorsque le rideau a finalement été levé, les scientifiques ont réalisé qu'ils avaient pensé au grand attracteur de la mauvaise manière. Ce n'était pas une chose. Ce n'était pas un objet que l'on pouvait pointer du doigt et dire « le voilà ». Le grand attracteur était quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus important pour notre compréhension de l'univers. Lorsque les astronomes ont enfin percé la zone d'évitement, ils s'attendaient à des réponses. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est une toute nouvelle série de questions. La région autour du grand attracteur s'est avérée être grouillante de galaxies. Pas seulement quelques galaxies supplémentaires cachées par la poussière, mais des milliers, regroupées en concentrations denses rivalisant avec tout ce qui existe dans l'univers proche. La première grande découverte fut l'amas de la règle, Norma Clust. C'est un amas de galaxies massifs situé à environ 220 millions d'années-lumière, presque exactement dans la direction calculée du grand attracteur. L'amas de la règle contient des centaines de galaxies, dont plusieurs elliptiques géantes qui éclipsent la Voie lactée. Pendant un bref instant, les scientifiques ont pensé avoir trouvé la réponse. Peut-être que l'amas de la règle était le grand attracteur. Peut-être que toutes ces galaxies combinées contenaient suffisamment de masse pour expliquer la mystérieuse attraction gravitationnelle. Mais les calculs ne collaient pas. L'amas de la règle est énorme. Bien sûr, il contient des billions de masses solaires, mais ce n'est même pas proche des 10 quadrillions de masses solaires nécessaires pour expliquer l'effet du grand attracteur. Il faudrait des dizaines d'amas de la règle empilés les uns sur les autres pour produire ce genre d'attraction gravitationnelle.
Des recherches plus approfondies ont révélé encore plus de structures. L'amas de la règle n'était pas seul. Il était entouré d'autres amas, d'autres concentrations de galaxies, d'autres structures massives, toutes entassées dans la même région générale de l'espace. Les scientifiques ont commencé à soupçonner que le grand attracteur n'était pas un objet unique. Ce n'était même pas un seul amas. C'était toute une région de l'espace où la masse s'était accumulée pendant des milliards d'années, créant un bassin gravitationnel dans lequel tout ce qui se trouvait dans le voisinage s'écoulait. C'était une façon fondamentalement différente de penser aux structures cosmiques. Pas comme des objets isolés flottant dans l'espace vide, mais comme des parties d'un vaste réseau interconnecté où la gravité attire lentement la matière dans des concentrations de plus en plus grandes. Le grand attracteur n'était pas un monstre tapi dans l'ombre. C'était le siphon de la baignoire cosmique, un point bas dans le paysage gravitationnel vers lequel tout s'écoule naturellement. Mais si c'était vrai, alors le grand attracteur n'était qu'une pièce d'un puzzle encore plus grand, car les siphons n'existent pas seuls. Ils font partie d'un système. De quel système le grand attracteur faisait-il partie, et jusqu'où s'enfonçait l'abîme gravitationnel? Partie 8, le paradis immense, notre foyer dans le fleuve cosmique. Pour comprendre ce qu'est réellement le grand attracteur, nous devons faire un zoom arrière, très, très loin, jusqu'à ce que nous puissions voir la structure de l'univers lui-même. Depuis la Terre, le ciel nocturne ressemble à des étoiles dispersées au hasard. Mais c'est une illusion créée par notre perspective limitée. Lorsque les astronomes cartographient les positions de millions de galaxies sur des milliards d'années-lumière, un motif émerge. L'univers n'est pas du tout aléatoire. Il a une structure. Les scientifiques l'appellent la toile cosmique. C'est un vaste réseau de filaments, de murs et de nœuds, avec des galaxies regroupées le long des filaments et d'immenses vides entre eux. Si vous pouviez voir d'une manière ou d'une autre tout l'univers observable en même temps, il aurait l'air presque biologique, comme des neurones reliés par des axones, comme la mousse dans un bain moussant, comme la structure de la vie elle-même. Lorsque le cosmos était jeune, la matière était répartie de manière presque uniforme. Presque, mais pas tout à fait. Il y avait de minuscules fluctuations, des régions où la matière était légèrement plus dense que la moyenne et des régions où elle était légèrement moins dense. Ces fluctuations étaient d'origine quantique, des variations aléatoires amplifiées à des échelles cosmiques par l'expansion rapide de l'espace. À mesure que l'univers vieillissait, la gravité a commencé à agir sur ces fluctuations. Les régions plus denses avaient une attraction gravitationnelle légèrement plus forte, alors elles ont attiré plus de matière de leur environnement. Les régions légèrement plus vides ont perdu de la matière au profit de leurs voisins plus denses. Au fil de milliards d'années, ce processus a transformé les variations initiales en structures spectaculaires que nous voyons aujourd'hui. Les régions denses sont devenues plus denses. Les régions vides sont devenues plus vides. La matière s'est rassemblée en filaments et en murs, laissant entre eux d'énormes bulles d'espace presque vides. Les galaxies que nous voyons aujourd'hui ne sont pas apparues au hasard. Elles se sont formées le long des filaments de la toile cosmique, là où la matière se concentrait. Les amas de galaxies se sont formés aux intersections des filaments, où plusieurs flux de matière se rejoignaient, et les superamas se sont formés là où plusieurs amas se sont rassemblés en associations encore plus grandes. Le grand attracteur n'est pas séparé de cette structure, il en fait partie. C'est un nœud particulièrement dense dans la toile cosmique, où les filaments convergent et où la matière s'est accumulée pendant des milliards d'années. Comprendre cela change tout dans notre façon de penser notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas seulement dans une galaxie, nous sommes sur un filament de la toile cosmique, entraîné vers un bassin gravitationnel créé par la structure même de l'univers. Laissez-moi vous expliquer la hiérarchie cosmique, étape par étape, car elle aide à expliquer ce qu'est réellement le grand attracteur. Commencez par une seule étoile. Notre plus proche voisine stellaire, Proxima du Centaure, est à environ 4 années-lumière. Une seule année-lumière équivaut à environ 6 billions de miles. Donc, même l'étoile la plus proche est à une distance inimaginable selon les normes humaines. Maintenant, dézoomez. Les étoiles ne sont pas réparties uniformément dans l'espace. Elles sont regroupées en galaxies. La Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles, toutes liées gravitationnellement dans un disque tournant massif d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Les galaxies ne sont pas non plus réparties uniformément. Elles sont regroupées en groupes et en amas. La Voie lactée appartient à une collection appelée le groupe local,
qui comprend environ 40 galaxies, dont Andromède, la galaxie du Triangle et des dizaines de galaxies naines plus petites. Le groupe local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière, dézoomé encore. Les groupes et amas de galaxies ne sont pas non plus répartis uniformément. Ils se rassemblent en superamas, des associations massives contenant des milliers de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Pendant des décennies, les astronomes ont pensé que la Voie lactée appartenait à quelque chose appelé le superamas de la Vierge, une structure d'environ 110 millions d'années-lumière de diamètre, contenant au moins 100 groupes et amas de galaxies, mais même les superamas ne sont pas la fin de la hiérarchie. En 2014, les astronomes ont annoncé la découverte d'une structure encore plus grande. Ils l'ont appelée l'Aniakea, un mot hawaïen signifiant « ciel immense », et cela a redéfini notre compréhension de notre place dans le cosmos. L'Aniakea n'est pas seulement un superamas, c'est un superamas de superamas. Un bassin d'attraction gravitationnelle massif contenant plus de 100 000 galaxies, s'étendant sur 520 millions d'années-lumière. Le superamas de la Vierge, que nous pensions être notre foyer cosmique, s'est avéré n'être qu'un bras de cette structure beaucoup plus grande. Et voici le point crucial. Le centre de l'Aniakea, le point focal gravitationnel vers lequel toutes ces galaxies s'écoulent, se trouve exactement là où les astronomes avaient identifié le grand attracteur. Le grand attracteur n'était pas un objet mystérieux attendant d'être découvert. C'était le cœur de notre foyer cosmique, le centre d'une structure si massive que nous ne pouvions même pas en voir toute l'étendue jusqu'à ce que nous développions la technologie pour cartographier l'univers en 3 dimensions. Le mystère était résolu, mais les implications ne faisaient que commencer. L'Aniakea a changé notre façon de comprendre notre place dans l'univers. Avant sa découverte, les astronomes pensaient aux structures cosmiques comme étant assez statiques. Les galaxies appartiennent à des groupes. Les groupes appartiennent à des amas. Les amas appartiennent à des superamas. Chaque niveau de la hiérarchie était défini par une liaison gravitationnelle, des objets maintenus ensemble par leur attraction mutuelle, mais l'Aniakea est différent. Il n'est pas lié au sens traditionnel. Les galaxies qu'il contient ne sont pas en orbite autour d'un centre commun. Elles s'écoulent vers un centre commun. Pensez-y comme un bassin versant. Lorsqu'il pleut sur une chaîne de montagnes, l'eau ne reste pas là où elle tombe. Elle s'écoule en suivant les contours du terrain pour finalement se rassembler dans les rivières et les lacs aux points les plus bas. Différentes gouttes de pluie peuvent tomber à des kilomètres de distance, mais si elles sont du même côté de la montagne, elles finiront dans le même système fluvial. L'Aniakea est un bassin versant cosmique. Les galaxies qu'il contient sont comme des gouttes de pluie, s'écoulant le long des contours gravitationnels de l'espace vers le point le plus bas du paysage. Ce point le plus bas, ce siphon gravitationnel, c'est ce que nous appelons le grand attracteur. Les frontières de l'Aniakea sont définies par ce flux. Les astronomes ont cartographié les vitesses de milliers de galaxies et ont déterminé où les flux se séparent. Les galaxies d'un côté de la frontière s'écoulent vers le grand attracteur. Les galaxies de l'autre côté s'écoulent vers des attracteurs différents, des bassins gravitationnels différents avec leur propre centre. C'était une façon révolutionnaire de penser la structure cosmique. Au lieu de définir les superamas par les galaxies qui sont liées les unes aux autres, les scientifiques pouvaient les définir par la façon dont les galaxies se déplacent. La toile cosmique n'était pas seulement une structure statique, c'était une structure dynamique, avec des rivières de galaxies qui la traversent comme des courants dans un océan. Notre galaxie, la Voie lactée, fait partie de ce flux. Nous sommes l'une des quelques 100 000 galaxies qui dévalent la pente gravitationnelle vers le centre de l'Aniakea. Nous tombons depuis des milliards d'années, et nous continuerons de tomber pendant des milliards d'années encore. Mais voici la chose étrange. Malgré toute cette chute, nous n'atteindrons jamais le centre. L'univers a un autre tour dans son sac, et cela change tout sur notre destin ultime. Permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce que les scientifiques ont découvert, car c'est facile à mal comprendre. Le grand attracteur n'est pas un objet. Vous ne pouvez pas pointer un télescope dessus et en prendre une photo. Il n'a pas de surface, pas de frontières, pas d'emplacement spécifique où vous pourriez vous rendre. Le grand attracteur est un lieu, une région de l'espace, un centre de masse gravitationnelle pour une structure cosmique massive. Pensez au centre de masse du système solaire.
Il n'est pas situé à la surface de l'étoile au centre. C'est un point dans l'espace, à l'intérieur de l'étoile mais pas identique à elle. Tout dans le système solaire orbite autour de ce point, attiré par la gravité combinée de toute la masse du système. Le grand attracteur fonctionne de la même manière, mais à une échelle beaucoup plus grande. C'est le centre de masse du superamas Laniakea, l'attraction gravitationnelle combinée de 100 000 galaxies, toutes pointant vers une seule région de l'espace. Il n'y a pas de trou noir géant qui engloutit tout ce qui s'approche. Il n'y a pas de mégastructure extraterrestre qui déforme l'espace-temps. Il y a juste une concentration de galaxies, d'amas et de matière noire qui attirent l'univers environnant avec leur gravité combinée. La masse de la règle se trouve près de ce centre gravitationnel. Plusieurs autres amas de galaxies massifs aussi. Ensemble, ils créent le puits de gravité que nous appelons le grand attracteur. Cela peut sembler décevant après toute cette préparation. Nous avons passé des décennies à chercher un monstre cosmique mystérieux, et il s'avère que ce ne sont que plus de galaxies, mais ce serait passé à côté de l'essentiel. La vraie découverte n'était pas ce qu'est le grand attracteur. La vraie découverte est ce que le grand attracteur nous a appris sur l'univers, sur la façon dont la matière est distribuée aux plus grandes échelles, sur la façon dont la gravité façonne l'évolution des structures cosmiques. Sur notre place dans la hiérarchie de l'existence, nous ne flottons pas au hasard dans l'espace. Nous faisons partie d'un système massif, un superamas massif, avec un centre défini et des frontières définies. Nous nous dirigeons vers ce centre, avec 100 000 autres galaxies. Le grand attracteur n'a jamais été un monstre attendant de nous dévorer. C'était un panneau indicateur, pointant vers notre foyer cosmique. Et pourtant, il y a une dernière torsion dans cette histoire, un dernier mystère qui complique tout. 10 quadrillions de masse solaire, c'est la masse estimée du grand attracteur. L'effet gravitationnel combiné qui attire 100 000 galaxies vers le centre de Laniakea. Laissez-moi mettre ce chiffre en perspective. La Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. La plupart de ces étoiles sont plus petites que celles au centre de notre système solaire, et certaines sont plus grandes. Mais en moyenne, la masse totale de notre galaxie est d'environ 1 à 2 billions de masses solaires. Si l'on inclut la matière noire, 10 quadrillions, c'est 10 000 billions. Cela signifie que le grand attracteur contient la masse équivalente de 5 000 à 10 000 galaxies de la Voie lactée. Maintenant, il y a environ 100 000 galaxies dans le superamas Laniakea. Si vous additionnez toute leur masse visible, vous obtenez être 500 billions de masses solaires. Impressionnant, mais encore loin de 10 quadrillions. D'où vient la masse supplémentaire? La réponse est la matière noire. Cette substance mystérieuse qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, mais exerce néanmoins une attraction gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure. Les scientifiques estiment que la matière noire représente environ 85% de toute la masse de l'univers. Pour chaque livre de matière normale, les atomes et les molécules et tout ce que nous pouvons voir et toucher, il y a environ 5 livres de matière noire qui restent invisibles à tous nos instruments. Le superamas Laniakea flotte dans la matière noire. Elle remplit les espaces entre les galaxies, entoure les amas de galaxies dans d'énormes halos et constitue la grande majorité de l'attraction gravitationnelle qui définit le grand attracteur. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la science confirmée. Nous pouvons voir les effets de la matière noire dans les courbes de rotation des galaxies, dans la flexion de la lumière autour des amas massifs, dans la structure du fond diffus cosmologique. La matière noire est réelle, même si nous ne savons pas encore de quoi elle est faite. Donc, la masse massive du grand attracteur n'est pas inexplicable. Elle provient de la combinaison des galaxies visibles et de la matière noire qui imprègne le superamas. Mais comprendre d'où vient la masse ne rend pas le grand attracteur moins impressionnant. Un puits de gravité contenant 10 quadrillions de masses solaires, attirant tout ce qui se trouve à moins de 500 millions d'années-lumière. Malgré toutes nos explications, l'échelle reste presque impossible à appréhender et nous tombons vers elle. Parlons de la distance, car elle est importante pour ce qui va suivre. Le centre du grand attracteur se trouve à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre. Cela semble être un nombre inconcevablement grand. Et en termes humains, ça l'est. Il faudrait 200 millions d'années à la lumière, voyageant à 186 000 mètres par seconde pour faire le trajet. Mais en termes cosmiques, 200 millions d'années-lumière n'est en fait pas si loin.
L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Le grand attracteur se trouve, en gros, dans notre arrière-cour cosmique, une structure voisine dans le grand schéma des choses. Cette proximité relative est en fait importante. Si le grand attracteur était à des milliards d'années-lumière, son effet gravitationnel sur nous serait négligeable. La gravité s'affaiblit avec la distance, suivant une loi en carré inverse. Doublez la distance, et l'attraction gravitationnelle tombe à un quart. Triplez la distance, et elle tombe à un neuvième. À 200 millions d'années-lumière, le grand attracteur est assez proche pour avoir un effet gravitationnel significatif sur notre mouvement. Pas un effet écrasant, mais un effet mesurable. C'est pourquoi nous nous déplaçons vers lui à 390 mètres par seconde, plutôt qu'à une vitesse beaucoup plus faible. Le temps de trajet à notre vitesse actuelle est d'environ 95 milliards d'années. Si rien ne changeait, si nous continuions simplement à tomber vers le grand attracteur à notre vitesse actuelle, nos lointains descendants pourraient éventuellement atteindre le centre de l'Aniakea. Mais quelque chose va changer, quelque chose est déjà en train de changer. L'univers n'est pas statique, il est en expansion, et le rythme de cette expansion s'accélère. Chaque année, l'espace entre les objets distants s'agrandit un peu plus. Les objets qui sont loin aujourd'hui seront encore plus loin demain. Pour les objets proches, cette expansion est négligeable. La Voie lactée et Andromède sont assez proches pour que la gravité l'emporte sur l'expansion de l'espace, et nous nous dirigeons en fait l'un vers l'autre. Mais pour les objets à des centaines de millions d'années-lumière, l'expansion commence à avoir de l'importance. Le grand attracteur nous tire vers lui. Mais l'expansion de l'univers nous pousse à nous éloigner. En ce moment, l'attraction est plus forte que la poussée. Nous nous rapprochons. Mais cela ne sera pas toujours vrai, et quand l'équilibre basculera, tout changera. Partie 9. L'horizon fuyant, la destination que nous n'atteindrons jamais. Voici quelque chose qui aurait semblé impossible il y a à peine un siècle. L'univers est en expansion, non pas dans quelque chose, mais partout à la fois. L'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies comme des raisins secs dans une pâte à pain qui lève. Edwin Hubble a découvert cela en 1929, lorsqu'il a remarqué que les galaxies lointaines s'éloignaient toutes de nous. Plus une galaxie était éloignée, plus elle semblait s'éloigner rapidement. Ce n'était pas parce que nous étions au centre d'une sorte d'explosion cosmique, c'était parce que l'espace lui-même grandissait. Imaginez que vous dessinez des points sur un ballon, puis que vous le gonflez. Chaque point s'éloigne de tous les autres, non pas parce que les points se déplacent sur la surface du ballon, mais parce que la surface elle-même s'étend. C'est ce qui arrive à notre univers aux plus grandes échelles. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les scientifiques ont supposé que cette expansion ralentissait. Après tout, la gravité attire tout ensemble. L'attraction mutuelle de toute la matière de l'univers devrait agir comme un frein, réduisant progressivement le taux d'expansion au fil du temps. Finalement, pensait-il, l'expansion pourrait s'arrêter, voire s'inverser. En 1998, 2 équipes indépendantes d'astronomes se sont mises à mesurer exactement à quel point l'expansion ralentissait. Ils ont étudié un type particulier d'étoile en explosion appelé supernova de type 1A qui produit toujours à peu près la même quantité de lumière. En mesurant la luminosité de ces explosions depuis la Terre, ils pouvaient calculer leur distance. Et en mesurant à quel point leur lumière était décalée vers le rouge, ils pouvaient déterminer à quelle vitesse elle s'éloignait. Ce qu'ils ont trouvé a choqué le monde scientifique. L'expansion ne ralentissait pas, elle accélérait. L'univers accélérait. Quelque chose le déchirait, l'emportant sur la force d'attraction de la gravité et faisant en sorte que l'espace s'étende de plus en plus vite au fil du temps. Les scientifiques ont appelé cette force mystérieuse l'énergie sombre. Ils ne savent pas ce que c'est. Elle ne correspond à aucune théorie physique existante. Elle représente environ 68% de tout ce qui se trouve dans l'univers. Et pourtant, nous ne pouvons pas la détecter directement, nous ne pouvons pas expliquer d'où elle vient, et nous ne pouvons pas prédire ce qu'elle fera à l'avenir. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle existe et qu'elle gagne la bataille contre la gravité. Cette découverte a valu le prix Nobel de physique au chef de ces 2 équipes de recherche. Elle a également changé fondamentalement notre compréhension du destin de l'univers, et elle a des implications directes pour notre voyage vers le grand attracteur, car si l'expansion de l'espace s'accélère,
Alors cette expansion finira par l'emporter sur l'attraction gravitationnelle qui nous entraîne actuellement vers le centre de l'Aniakea. La course entre la gravité et l'énergie sombre a commencé, et l'énergie sombre va gagner. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe, car la physique ici est étrange. En ce moment, nous nous déplaçons vers le grand attracteur à 390 mètres par seconde. Cette vitesse est réelle. Elle est causée par l'attraction gravitationnelle de la masse concentrée au centre du superamas Laniakea. Si rien d'autre n'intervenait, nous continuerions à tomber vers ce centre pour toujours, pour finalement l'atteindre dans environ 95 milliards d'années. Mais autre chose se produit. L'espace entre nous et le grand attracteur est en expansion. Cette expansion est modeste sur de courtes distances. Entre la Terre et les étoiles les plus proches, l'espace ne s'étend que de quelques centimètres par an. C'est trop peu pour être remarqué ou mesuré. Mais sur de plus grandes distances, l'effet s'accumule. Entre nous et le grand attracteur, l'espace s'étend de millions de milles chaque année. En ce moment, notre vitesse vers le grand attracteur est supérieure au taux d'expansion de l'espace entre nous. Nous gagnons du terrain. Chaque année, nous sommes un peu plus près du centre de l'Aniakea que l'année précédente. Mais l'expansion s'accélère. Chaque année, l'espace grandit un peu plus vite que l'année précédente. Et à un moment donné, dans un avenir lointain, le taux d'expansion dépassera notre vitesse. L'espace entre nous et le grand attracteur commencera à grandir plus vite que nous ne pouvons le traverser. Lorsque cela se produira, nous commencerons à reculer, pas dans un sens physique. Nous voyagerons toujours vers le grand attracteur à une vitesse prodigieuse, mais l'espace que nous traversons s'étirera plus vite que nous ne pouvons le franchir. Ce sera comme courir sur un tapis roulant qui accélère constamment. Peu importe à quelle vitesse vous courez, vous reculez de plus en plus. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la cosmologie confirmée, étayée par des décennies d'observations et de travaux théoriques. L'expansion accélérée de l'univers finira par l'emporter sur l'attraction gravitationnelle même des plus grandes structures. Le grand attracteur s'éloignera de nous. Le centre de notre superamas, l'endroit vers lequel nous tombons depuis des milliards d'années, s'éloignera. Et il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. La gravité nous a donné une destination. L'énergie sombre la reprend. Mais les implications vont bien au-delà de notre rendez-vous manqué avec le grand attracteur. Car l'expansion accélérée n'affectera pas seulement notre voyage vers l'Aniakea. Elle affectera tout. Il y a une frontière dans l'univers dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Les scientifiques l'appellent l'horizon des événements cosmiques, et il représente la limite ultime de ce que nous pourrons jamais observer ou atteindre. Le concept est similaire à l'horizon des événements d'un trou noir. Une fois que quelque chose franchit l'horizon des événements d'un trou noir, il ne peut jamais s'échapper. La gravité est trop forte, la vitesse de libération est trop élevée. Même la lumière, voyageant à la vitesse la plus rapide possible, ne peut échapper à son attraction. L'horizon des événements cosmiques fonctionne différemment, mais le résultat est le même. C'est la distance à laquelle l'expansion de l'espace est égale à la vitesse de la lumière. Au-delà de cette frontière, les objets s'éloignent de nous si rapidement que leur lumière ne nous parviendra jamais. Ils ne voyagent pas plus vite que la lumière dans l'espace. L'espace lui-même les emporte à une vitesse effective que la lumière ne peut surmonter. Aujourd'hui, l'horizon des événements cosmiques se trouve à environ 16 milliards d'années-lumière. Les objets au-delà de cette distance sont effectivement déconnectés de nous pour toujours. Nous ne les verrons jamais, ne les visiterons jamais, ne recevrons jamais de signaux d'eux. Ils existent, mais ils sont en permanence hors de notre portée. Et voici la partie effrayante. L'horizon des événements cosmiques se rétrécit. À mesure que l'expansion de l'univers s'accélère, de plus en plus d'objets franchissent l'horizon. Les galaxies qui faisaient autrefois partie de notre univers observable sont entraînées au-delà, leur lumière s'étirant jusqu'à l'invisibilité, leur existence effacée de notre ciel. Ce processus est lent à l'échelle humaine, imperceptible, mais sur des milliards d'années, il transformera l'univers. La masse de la Vierge que nous voyons, une concentration de galaxies voisines à seulement 50 millions d'années-lumière, finira par franchir l'horizon et disparaître. Il en sera de même pour les grands amas et superamas de galaxies qui parsèment notre voisinage cosmique. Un par un, ils passeront au-delà de la frontière et disparaîtront de la vue.
Même le grand attracteur, le centre gravitationnel dont nous avons discuté tout au long de cette vidéo, finira par disparaître. L'expansion de l'espace l'emportera au-delà de notre horizon des événements cosmiques, et il cessera d'exister pour nous. L'univers deviendra plus petit, pas physiquement plus petit, mais observationnellement plus petit. La bulle de réalité à laquelle nous avons accès se rétrécira jusqu'à ce qu'il ne reste que notre voisinage immédiat, et finalement, même cela ne suffira pas. Tout ne sera pas emporté par l'univers en expansion. Certaines choses sont assez proches et assez étroitement liées gravitationnellement pour résister à la marée cosmique. La Voie lactée et Andromède se dirigent l'une vers l'autre à environ 70 mètres par seconde. Dans environ 4 milliards d'années, les deux galaxies entreront en collision et fusionneront, formant une seule galaxie elliptique géante que certains astronomes ont baptisée Milkomeda. Cette collision se produira indépendamment de l'expansion de l'univers. L'attraction gravitationnelle entre la Voie lactée et Andromède est suffisamment forte pour l'emporter sur l'expansion de l'espace relativement petit qui les sépare. Elles sont liées, enfermées dans une étreinte gravitationnelle qui les unira finalement. La même chose est vraie pour les autres galaxies du groupe local. Les quelques 40 galaxies, y compris plusieurs dizaines de galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée et d'Andromède, sont toutes liées gravitationnellement les unes aux autres. Elles forment un système stable qui continuera d'exister même si le reste de l'univers s'éloigne. C'est une bonne nouvelle, en un sens. Nos descendants, qu'ils soient humains ou toute espèce qui pourrait nous suivre, auront de la compagnie. Ils ne seront pas seuls dans une seule galaxie isolée. Ils auront accès au reste fusionné de tout le groupe local, une collection de centaines de milliards d'étoiles. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils auront. La masse de la Vierge, avec ses milliers de galaxies, aura dérivé au-delà de l'horizon cosmique. Le superamas Laniakea, avec ses 100 000 galaxies, aura disparu dans le vide en expansion. La toile cosmique, cette vaste structure interconnectée, s'étendant sur des milliards d'années-lumière, sera complètement hors de vue. Les futurs astronomes dans des milliards d'années regarderont le ciel nocturne et ne verront rien d'autre que les étoiles de leur propre galaxie fusionnée locale. Ils n'auront aucune preuve que l'univers a jamais contenu autre chose. Aucune autre galaxie visible, aucune structure cosmique à cartographier, aucun indice de ce vaste réseau de matière qui remplissait autrefois l'univers observable. Ils pourraient conclure que leur galaxie est tout l'univers, qu'il n'existe rien au-delà des étoiles qu'ils peuvent voir. Et dans un sens pratique, ils auraient raison, car tout le reste serait à jamais hors de leur portée. Imaginez le ciel nocturne tel qu'il pourrait apparaître dans 100 milliards d'années. Les constellations familières sont parties depuis longtemps. Les étoiles individuelles, qui composaient Orion et la Grande Ourse, ont épuisé leur carburant il y a des milliards d'années. À leur place se trouve une lueur douce, la lumière combinée de centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie Milkomeda fusionnée. Mais au-delà de cette lueur, il n'y a rien. L'obscurité absolue. Aucune tache de lumière lointaine qui pourrait être d'autres galaxies. Pas de fond diffus cosmologique pour fournir une légère chaleur au vide. Juste une obscurité vide sans fin s'étendant dans toutes les directions. Ce n'est pas un état temporaire. C'est permanent. Peu importe combien de temps les futurs observateurs attendent, aucune nouvelle lumière n'arrivera de l'autre côté de l'horizon cosmique. L'information est partie. Les photons qui auraient pu leur parler d'autres galaxies ont été étirés à des longueurs d'onde infinies, décalés vers le rouge hors de l'existence par l'expansion implacable de l'espace. Les futurs scientifiques pourraient découvrir l'expansion de l'univers par d'autres moyens. Ils pourraient remarquer que les étoiles de leur galaxie s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Ils pourraient détecter de subtiles variations dans la structure de l'espace-temps, mais ils n'auront aucun moyen de savoir à quoi l'univers ressemblait autrefois. Ils n'auront aucun moyen de savoir que des milliards d'autres galaxies remplissaient autrefois le ciel. La toile cosmique que nous pouvons voir aujourd'hui, ces vastes structures qui incluent le grand attracteur et le superamas Laniakea et d'innombrables autres merveilles, sera complètement effacée de l'univers observable. Ce sera comme si elle n'avait jamais existé. C'est l'une des implications les plus troublantes de la cosmologie moderne. Nous vivons à une époque spéciale de l'histoire de l'univers. Une époque où nous pouvons encore voir la structure à grande échelle de la réalité. Une époque où les preuves du Big Bang sont encore visibles dans le fond diffus cosmologique. Une époque où d'autres galaxies sont encore assez proches pour être étudiées.
Les civilisations futures n'auront pas ces avantages. Elles seront cosmologiquement aveugles, incapables de reconstituer l'histoire ou la structure de l'univers au-delà de leur propre île d'étoiles isolées. Nous avons de la chance. Nous vivons à l'ère de la découverte, où l'univers révèle encore ses secrets à ceux qui regardent. Mais cette ère prendra fin. Laissez-moi vous ramener là où nous avons commencé. Où que vous soyez assis, vous filez à travers l'espace à 390 mètres par seconde, en route vers un centre gravitationnel que vous n'atteindrez jamais. Le grand attracteur ne nous engloutira pas. Ce n'est pas une menace. Il ne détruira pas la Terre, ne perturbera pas le système solaire, ni ne causera de problème à la civilisation humaine. Les échelles de temps en jeu sont si vastes que notre espèce aura probablement disparu bien avant que ces dynamiques cosmiques n'affectent de manière significative notre coin de l'univers. Mais cela ne signifie pas que le grand attracteur est sans importance. Le comprendre nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de l'existence. Nous ne flottons pas au hasard dans un vide, nous sommes intégrés dans une structure. Nous faisons partie d'un flux cosmique, une rivière de galaxies, toutes se déplaçant ensemble vers une destination commune. Notre mouvement dans l'espace n'est pas arbitraire. Il a une direction, un but, une logique gravitationnelle. Le superamas Laniakea est notre foyer d'une manière qui va au-delà d'un simple emplacement. Il définit l'environnement gravitationnel dans lequel nous existons. Il façonne le mouvement de notre galaxie. Il nous relie à 100 000 autres galaxies dans une famille cosmique massive. Lorsque les anciens regardaient le ciel nocturne, ils voyaient des motifs et inventaient des histoires pour les expliquer. Ils imaginaient des dieux, des monstres et des héros parmi les étoiles. Ils essayaient de trouver un sens à la dispersion apparemment aléatoire de la lumière au-dessus de leur tête. L'astronomie moderne a révélé quelque chose d'encore plus remarquable que ces mythes anciens. L'univers a une structure réelle, des connexions réelles, des flux réels de matière et d'énergie s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs à cette structure. Nous en sommes des participants, emportés par des forces mises en mouvement des milliards d'années avant la formation de notre planète. Le grand attracteur nous rappelle que nous ne sommes qu'un petit morceau de matière, sur une petite planète, en orbite autour d'une étoile typique, dans une galaxie ordinaire, sur un bras d'un superamas massif, cosmiquement insignifiant, mais il nous rappelle aussi que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, que nous sommes connectés à l'univers de manière que nous commençons à peine à comprendre. L'histoire ne se termine pas avec le grand attracteur. Elle ne se termine même pas avec le superamas Laniakea. Lorsque les astronomes ont cartographié les flux de galaxies dans notre région de l'espace, ils ont découvert que Laniakea lui-même est en mouvement. Le superamas tout entier, les 100 000 galaxies, est attiré vers quelque chose d'encore plus grand. Cette chose s'appelle le superamas de Shapley, situé à environ 650 millions d'années-lumière. C'est l'une des plus grandes concentrations de masse de l'univers proche. Il contient au moins 40 amas de galaxies et des milliers de galaxies individuelles. Son attraction gravitationnelle s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière, influençant le mouvement de tout ce qui l'entoure, y compris nous. Le grand attracteur nous tire vers le centre de Laniakea. Mais le superamas de Shapley tire Laniakea lui-même dans une direction particulière. Nous sommes pris dans une hiérarchie d'influence gravitationnelle, comme une feuille flottant dans un ruisseau qui se jette dans une rivière plus grande. Et même le superamas de Shapley n'est pas la fin. Des observations récentes suggèrent qu'il pourrait y avoir des structures encore plus grandes au-delà, des concentrations de masse si énormes qu'elles influencent le mouvement de plusieurs superamas à la fois. L'univers est fractal dans sa complexité. Chaque fois que nous dézoomons, nous trouvons des structures plus grandes qui contiennent les plus petites que nous connaissions déjà. Les étoiles forment des galaxies. Les galaxies forment des amas. Les amas forment des superamas. Et les superamas peuvent former des associations encore plus grandes que nous commençons à peine à détecter. Où cela s'arrête-t-il? Nous ne savons pas. L'univers observable a des limites et nous ne pouvons pas voir au-delà. Il pourrait y avoir des structures plus grandes que tout ce que nous avons jamais découvert. Des influences gravitationnelles s'étendant sur des milliards d'années-lumière que nous n'avons aucun moyen de mesurer. Le grand attracteur nous a appris que nous faisons partie d'un flux cosmique, mais il nous a aussi appris qu'il y a toujours des flux plus grands, des structures plus grandes,
des mystères plus profonds qui attendent d'être découverts. L'univers n'est pas seulement grand, il est construit structure sur structure, couche par couche, chacune contenant et étant contenue par les autres. Et quelque part au milieu de tout cela, sur une petite planète en orbite autour d'une étoile ordinaire, vous écoutez ces mots. Nous avons résolu le mystère du grand attracteur. Nous savons que c'est le centre gravitationnel du superamas Laniakea, une concentration de masse créée par l'attraction combinée de 100 000 galaxies et de la matière noire qui les entoure. Mais la résolution d'un mystère n'a fait qu'ouvrir la porte à d'autres. La matière noire reste l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique. Nous savons qu'elle existe. Nous pouvons mesurer ses effets gravitationnels. Nous pouvons cartographier sa distribution dans l'univers. Mais nous n'avons aucune idée de ce dont elle est faite. Chaque expérience conçue pour détecter directement les particules de matière noire est revenue bredouille. Quelle que soit la matière noire, elle n'interagit pas avec la matière normale d'une manière que nous pouvons détecter, sauf par la gravité. L'énergie sombre est encore plus mystérieuse. Elle représente 68% du contenu énergétique total de l'univers. Pourtant, nous ne savons presque rien à son sujet. Nous ne savons pas pourquoi elle existe, ce qui la cause, ou si elle continuera à se comporter de la même manière à l'avenir. Certaines théories suggèrent que l'énergie sombre pourrait changer avec le temps, conduisant potentiellement à des scénarios où l'univers se déchire aux plus petites échelles. L'expansion accélérée de l'univers a été confirmée par de multiples sources de preuves indépendantes, mais la cause sous-jacente est un mystère complet. Nous lui avons donné un nom, l'énergie sombre, mais ce nom n'est en réalité qu'une étiquette pour notre ignorance. Et puis il y a les structures elles-mêmes. Nous pouvons cartographier la toile cosmique, suivre les flux de galaxies, identifier les superamas et les vides, mais nous ne comprenons toujours pas pleinement pourquoi les structures ont les propriétés spécifiques qu'elles ont. Pourquoi les amas de galaxies ont-ils cette taille? Pourquoi les vides atteignent-ils certaines tailles puis s'arrêtent? Qu'est-ce qui a déterminé le motif particulier de la toile cosmique? Le grand attracteur a répondu à une question et en a soulevé une douzaine d'autres. C'est ainsi que fonctionne la science. Chaque découverte révèle de nouveaux mystères, de nouvelles frontières de l'ignorance à explorer. Nous en savons plus sur l'univers que n'importe quelle génération humaine précédente. Et pourtant, plus nous en apprenons, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. Revenons une dernière fois là où ce voyage a commencé. Vous vous déplaçant dans l'espace à 390 mètres par seconde, en route vers une destination que vous n'atteindrez jamais. Jusqu'à présent, vous avez voyagé plus loin que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Si vous avez commencé cette vidéo il y a 30 minutes, vous avez parcouru plus de 700 000 mètres. C'est environ 3 fois la distance de la Terre à la Lune, le tout sans bouger un muscle, sans rien sentir. Demain, vous aurez parcouru 33 millions de milles supplémentaires. L'année prochaine, plus de 12 milliards de milles. Au cours de votre vie, en supposant que vous viviez encore 50 ans, vous voyagerez plus de 600 billions de milles à travers le cosmos, et vous ne serez toujours même pas proche du grand attracteur. Les distances en jeu sont si vastes que les durées de vie humaines deviennent dénuées de sens. Les échelles de temps sont si longues que des civilisations entières naissent et meurent en un clin d'œil cosmique. Les forces qui façonnent notre mouvement dans l'espace sont à l'œuvre depuis des milliards d'années et continueront pendant des milliards d'années encore. Mais voici ce qui lui donne un sens. Vous en êtes conscient? Vous êtes l'un des seuls arrangements de matière dans l'univers connu capable de comprendre ces faits. Les galaxies ne savent pas qu'elles sont attirées vers le grand attracteur. Les étoiles ne savent pas qu'elles font partie d'un flux cosmique. Seuls les êtres conscients comme vous peuvent comprendre la structure de l'univers et leur place en son sein. Cela vous rend spécial, pas parce que vous êtes au centre des événements. Vous ne l'êtes pas. Pas parce que vous êtes particulièrement grand, puissant ou important. Vous ne l'êtes pas, mais parce que vous pouvez regarder le ciel nocturne et demander pourquoi. Pourquoi nous déplaçons-nous? Qu'est-ce qui nous attire? Où allons-nous? Qu'est-ce que tout cela signifie? Ces questions sont importantes. L'univers a créé des êtres qui peuvent s'interroger sur l'univers, et chaque réponse que nous trouvons révèle de nouvelles questions qui valent la peine d'être posées. Nous sommes arrivés à la fin de cette exploration, mais le voyage ne se termine jamais vraiment. Le grand attracteur continuera de nous attirer vers le centre de Laniakea pendant des milliards d'années.
L'expansion de l'univers finira par l'emporter sur cette attraction, emportant le grand attracteur au-delà de notre horizon cosmique. Les galaxies du groupe local fusionneront en une seule île d'étoiles, seules dans un vide sans fin. Ce sont les faits tels que nous les comprenons aujourd'hui, confirmés par des décennies d'observation, étayés par nos meilleures théories de la physique et de la cosmologie. Mais la science n'est jamais terminée. De nouvelles découvertes pourraient changer notre compréhension. De nouvelles observations pourraient révéler des structures et des forces que nous n'avons jamais imaginées. Il y a un siècle, nous ne savions pas que d'autres galaxies existaient. Il y a 20 ans, nous ne connaissions pas le superamas Laniakea. Que découvrirons-nous dans les 20 prochaines années, les 50 prochaines, le siècle prochain? Le grand attracteur était autrefois un mystère complet. Un fantôme gravitationnel tirant notre galaxie dans une direction que nous ne pouvions pas expliquer. Maintenant, nous comprenons ce qu'il est, où il est et pourquoi il nous affecte. Mais cette compréhension n'est venue que parce que des générations de scientifiques ont continué à poser des questions, à construire de meilleurs outils, à repousser les limites de la connaissance humaine. Vous faites partie de cette tradition. En écoutant cette vidéo, en réfléchissant à ces idées, vous avez rejoint le long projet humain de compréhension du cosmos. Vous vous êtes interrogé sur les mêmes questions qui ont animé les astronomes pendant des siècles. Où sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés ici? Où allons-nous? Les réponses sont étranges, belles et terrifiantes. L'univers est structuré de manière que nous commençons à peine à cartographier, massif au-delà de toute compréhension. Nous sommes petits, éphémères, insignifiants à toute échelle cosmique. Et pourtant, nous sommes ici, nous sommes conscients, nous posons des questions. Cela doit bien signifier quelque chose. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce voyage dans le cosmos, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'exploration de l'univers étrange et merveilleux que nous appelons notre foyer. Partie 10. Le vide qui repousse. La main invisible du cosmos. Tout au long de ce voyage, nous avons parlé de ce qui nous attire. Mais il y a quelque chose dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Quelque chose nous pousse également. En 2017, les astronomes ont annoncé une découverte remarquable. En essayant de comprendre toutes les forces qui influencent notre vitesse, en cartographiant le mouvement des galaxies dans notre région de l'espace avec une précision sans précédent, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Derrière nous, dans la direction opposée au grand attracteur, se trouve une immense région de vide. C'est un vide si dépourvu de matière qu'il crée une sorte d'effet gravitationnel négatif. Les scientifiques l'ont appelé le répulseur du dipôle. La gravité fonctionne par l'attraction de la masse par la masse. Plus il y a de matière concentrée en un lieu, plus l'attraction vers ce lieu est forte. Mais l'inverse est également vrai. Les régions avec moins de matière que la moyenne créent une poussée relative qui s'en éloigne. Imaginez que vous êtes sur le flanc d'une colline. La gravité vous tire vers la vallée, mais vous pourriez aussi décrire ce mouvement comme étant poussé loin du sommet de la colline. Les deux descriptions sont mathématiquement équivalentes. Le grand attracteur est la vallée dans laquelle nous tombons, et le répulseur du dipôle est la colline dont nous nous éloignons. Le répulseur du dipôle se trouve à environ 750 millions d'années-lumière dans la direction de la constellation des Poissons, et ce n'est pas un objet physique, mais une absence. C'est une région où les galaxies n'ont pas réussi à se former, où la matière est rare, un trou dans la toile cosmique. Avant cette découverte, les astronomes ne pouvaient expliquer qu'environ la moitié de la vitesse de notre galaxie, avec des concentrations de masse connues comme le grand attracteur. L'ajout du répulseur du dipôle au calcul a permis aux chiffres de correspondre. La masse du superamas Laniakea nous attire par devant, tandis que le vide du répulseur du dipôle derrière nous laisse tomber. Ces deux effets se combinent pour créer notre vitesse totale de 390 mètres par seconde. Cela montre que le mouvement cosmique n'est pas seulement une question d'attraction, mais du paysage complet de la masse et du vide, des collines et des vallées, répartis sur des centaines de millions d'années-lumière. L'univers est encore plus structuré que nous ne le pensions, non seulement avec des concentrations de matière, mais aussi avec des vides organisés qui poussent les galaxies dans des directions spécifiques. Il est probable que le répulseur du dipôle ne soit pas seul et qu'il existe d'autres grands vides influençant les mouvements des galaxies de manière que nous n'avons pas encore détectée. Dans 4 milliards d'années,
le ciel nocturne aura un aspect très différent. Une galaxie spirale géante s'étendra d'un horizon à l'autre, dominant les cieux. Ce sera Andromède qui nous fonce droit dessus. C'est un fait scientifique, confirmé par des observations précises, que la Voie lactée et Andromède sont sur une trajectoire de collision. Les deux galaxies se rapprochent à environ 70 mètres par seconde. Cette dérive douce, avec suffisamment de temps, aura des conséquences spectaculaires. Bien que la collision prendra des centaines de millions d'années, les étoiles individuelles ne se heurteront pas en raison des vastes distances qui les séparent. Mais le chaos gravitationnel projettera les étoiles hors de leurs orbites, comprimera les nuages de gaz pour déclencher d'énormes sursauts de formation d'étoiles, et déchiquettera les formes spirales familières pour les réarranger en une seule structure elliptique boursouflée. Les simulations montrent que notre système solaire pourrait être projeté sur de nouvelles orbites sauvages, bien que la Terre survivrait probablement à la perturbation gravitationnelle. La mauvaise nouvelle est que notre planète sera de toute façon devenue inhabitable bien avant cela pour d'autres raisons. Comme la Voie lactée et Andromède sont liées par la gravité, aucune force ne peut empêcher cette fusion. La galaxie résultante, déjà surnommée Milkomeda, commencera une longue période d'isolement, environ 6 milliards d'années après la fin de la fusion, car l'expansion de l'univers aura éloigné tout le reste. Les galaxies ont aussi une durée de vie, et leur mort est un lent fondu. La Voie lactée se maintient actuellement en formant environ 1 à 2 nouvelles étoiles par an, mais le gaz et la poussière nécessaires à la formation d'étoiles sont limités. Chaque nouvelle étoile consomme une partie du gaz disponible, et chaque génération d'étoiles enferme un peu plus de matière dans des vestiges stellaires qui ne la rendent pas, comme les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Au fil des milliards d'années, l'approvisionnement en gaz de formation d'étoiles s'épuise, les nouvelles étoiles deviennent rares, et la galaxie s'assombrit. Finalement, la formation d'étoiles cessera complètement, et la galaxie deviendra un cimetière de cadavres d'étoiles en refroidissement, s'estompant lentement vers le noir absolu. Ce processus, qui prend des billions d'années, est inévitable, et chaque galaxie, y compris Milkomeda, y est confrontée. Tomber vers le grand attracteur ne peut empêcher cette extinction finale. Lorsqu'une étoile meurt, elle laisse un cadavre derrière elle. Les petites étoiles, comme les naines rouges, continueront à briller pendant des billions d'années. Les étoiles de taille moyenne, comme le Soleil, se dépouilleront de leurs couches externes et s'effondreront en naines blanches, des restes denses de la taille de la Terre. Les étoiles massives explosent en supernova, laissant derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs, dont rien ne peut s'échapper. À mesure que l'univers vieillit, ces restes s'accumulent. Les naines blanches se refroidiront en naines noires, les étoiles à neutrons deviendront silencieuses, et les trous noirs s'évaporeront lentement par le rayonnement de Hawking. L'univers futur sera rempli de billions d'étoiles mortes, dérivant dans des galaxies qui ne produisent plus de lumière. Le flux cosmique vers le grand attracteur continuera, mais ce sera un flux de matière sombre et froide. C'est une trajectoire confirmée et prédite à travers le temps cosmique. L'univers aura un début brillant et une fin sombre. Notre vitesse de 390 mètres par seconde, bien que rapide selon les normes humaines, est banale à l'échelle cosmique. La Station spatiale internationale se déplace à 5 mètres par seconde, la Terre orbite à 10 à 8 mètres par seconde, et le système solaire tourne autour du centre galactique à 130 mètres par seconde. Certaines galaxies dans des amas lointains se déplacent à plus de 1000 mètres par seconde, tandis que les photons voyagent à la limite de vitesse universelle de 186 000 mètres par seconde. Ce qui rend notre vitesse spéciale, ce n'est pas sa magnitude, mais l'histoire qu'elle nous raconte sur le paysage gravitationnel qui nous entoure, les structures cachées et le réseau cosmique qui nous relie sur des centaines de millions d'années-lumière. Notre vitesse est une information sur où nous sommes et à quoi nous appartenons. En 1915, Einstein a prédit que des objets massifs en mouvement créeraient des ondulations dans l'espace-temps, appelées ondes gravitationnelles. Un siècle plus tard, en 2015, l'observatoire LIGO a détecté ces ondes pour la première fois. Venant de 2 trous noirs en collision à 1 milliard d'années-lumière, les ondes ont étiré et comprimé les bras de LIGO de moins d'1 millième de la largeur d'un proton. Depuis lors, des dizaines de fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons ont été entendues,
Les ondes gravitationnelles ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers, permettant de détecter des objets qui n'émettent pas de lumière et de cartographier la toile cosmique. Le grand attracteur a été découvert avec la lumière, mais les prochaines structures massives pourraient être trouvées en écoutant les vibrations de l'espace-temps lui-même. Le superamas Laniakea et le grand attracteur n'ont pas toujours existé. L'univers primordial était composé de nuages de gaz presque uniformes, avec de minuscules variations de densité. La gravité a amplifié ces petites différences au fil du temps, amenant les régions légèrement plus denses à attirer de la matière et à devenir encore plus denses, tandis que les régions vides se vidaient davantage. Sur des milliards d'années, ce processus a formé les étoiles, les galaxies, les amas et finalement les superamas que nous voyons aujourd'hui. Le grand attracteur est le produit de milliards d'années d'accumulation lente de matière, guidée par les conditions initiales établies dans les premiers instants du Big Bang. L'univers observable a une limite, fixée par la vitesse de la lumière et l'âge du cosmos. Avec un univers âgé d'environ 14 milliards d'années, la lumière la plus lointaine que nous puissions voir a voyagé pendant 14 milliards d'années. Comme l'univers s'est étendu, le bord de cette sphère observable se trouve maintenant à environ 46 milliards d'années-lumière. Bien que le grand attracteur se trouve bien à l'intérieur de cette sphère, nous ne saurons être jamais ce qui se trouve au-delà du bord, s'il existe d'autres grands attracteurs ou des structures massives que nous ne pourrons jamais voir. Il devrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables au sein du superamas Laniakea. Si la vie est apparue ne serait-ce que sur une fraction d'entre elles, nous pourrions partager notre voyage avec d'innombrables civilisations. Pourtant, comme le souligne le paradoxe de Fermi, nous n'avons aucune preuve d'intelligence extraterrestre. Peut-être que la vie est rare, peut-être que les civilisations s'autodétruisent, ou peut-être que les distances rendent la communication impossible. Bien que le grand attracteur nous relie gravitationnellement à 100 000 galaxies, il ne réduit pas ces distances. Nous tombons être tous ensemble, mais en silence. L'univers obéit à des règles mathématiques absolues, comme la loi de l'inverse du carré pour la gravité ou la constance de la vitesse de la lumière. Ces équations froides régissent notre chute et ne se souciant pas de nous. Cependant, cette intelligibilité nous permet de comprendre le cosmos à un niveau sans précédent. Le superamas Laniakea est notre foyer cosmique, une étendue de 520 millions d'années-lumière contenant 100 000 galaxies, mais l'univers est rempli d'autres superamas, comme Persée-Poisson et Coma. Ces structures sont organisées le long des filaments de la toile cosmique, et notre mouvement est la somme des influences gravitationnelles venant de tout l'univers observable. Cela doit bien signifier quelque chose. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce voyage dans le cosmos, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'exploration de l'univers étrange et merveilleux que nous appelons notre foyer. Partie 10. Le vide qui repousse. La main invisible du cosmos. Tout au long de ce voyage, nous avons parlé de ce qui nous attire. Mais il y a quelque chose dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Quelque chose nous pousse également. En 2017, les astronomes ont annoncé une découverte remarquable. En essayant de comprendre toutes les forces qui influencent notre vitesse, en cartographiant le mouvement des galaxies dans notre région de l'espace avec une précision sans précédent, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Derrière nous, dans la direction opposée au grand attracteur, se trouve une immense région de vide. C'est un vide si dépourvu de matière qu'il crée une sorte d'effet gravitationnel négatif. Les scientifiques l'ont appelé le répulseur du dipôle. La gravité fonctionne par l'attraction de la masse par la masse. Plus il y a de matière concentrée en un lieu, plus l'attraction vers ce lieu est forte. Mais l'inverse est également vrai. Les régions avec moins de matière que la moyenne créent une poussée relative qui s'en éloigne. Imaginez que vous êtes sur le flanc d'une colline. La gravité vous tire vers la vallée, mais vous pourriez aussi décrire ce mouvement comme étant poussé loin du sommet de la colline. Les deux descriptions sont mathématiquement équivalentes. Le grand attracteur est la vallée dans laquelle nous tombons, et le répulseur du dipôle est la colline dont nous nous éloignons. Le répulseur du dipôle se trouve à environ 750 millions d'années-lumière dans la direction de la constellation des Poissons, et ce n'est pas un objet physique, mais une absence. C'est une région où les galaxies n'ont pas réussi à se former, où la matière est rare, un trou dans la toile cosmique. Avant cette découverte,
Les astronomes ne pouvaient expliquer qu'environ la moitié de la vitesse de notre galaxie, avec des concentrations de masse connues comme le grand attracteur. L'ajout du répulseur du dipôle au calcul a permis aux chiffres de correspondre. La masse du superamas Laniakea nous attire par devant, tandis que le vide du répulseur du dipôle derrière nous laisse tomber. Ces deux effets se combinent pour créer notre vitesse totale de 390 mètres par seconde. Cela montre que le mouvement cosmique n'est pas seulement une question d'attraction, mais du paysage complet de la masse et du vide, des collines et des vallées, répartis sur des centaines de millions d'années-lumière. L'univers est encore plus structuré que nous ne le pensions, non seulement avec des concentrations de matière, mais aussi avec des vides organisés qui poussent les galaxies dans des directions spécifiques. Il est probable que le répulseur du dipôle ne soit pas seul, et qu'il existe d'autres grands vides influençant les mouvements des galaxies de manière que nous n'avons pas encore détectée. Dans 4 milliards d'années, le ciel nocturne aura un aspect très différent. Une galaxie spirale géante s'étendra d'un horizon à l'autre, dominant les cieux. Ce sera Andromède qui nous fonce droit dessus. C'est un fait scientifique, confirmé par des observations précises, que la Voie lactée et Andromède sont sur une trajectoire de collision. Les deux galaxies se rapprochent à environ 70 mètres par seconde. Cette dérive douce, avec suffisamment de temps, aura des conséquences spectaculaires. Bien que la collision prendra des centaines de millions d'années, les étoiles individuelles ne se heurteront pas en raison des vastes distances qui les séparent. Mais le chaos gravitationnel projettera les étoiles hors de leurs orbites, comprimera les nuages de gaz pour déclencher d'énormes sursauts de formation d'étoiles, et déchiquettera les formes spirales familières pour les réarranger en une seule structure elliptique pour souffler. Les simulations montrent que notre système solaire pourrait être projeté sur de nouvelles orbites sauvages, bien que la Terre survivrait probablement à la perturbation gravitationnelle. La mauvaise nouvelle est que notre planète sera de toute façon devenue inhabitable bien avant cela pour d'autres raisons. Comme la Voie lactée et Andromède sont liées par la gravité, aucune force ne peut empêcher cette fusion. La galaxie résultante, déjà surnommée Milkomeda, commencera une longue période d'isolement, environ 6 milliards d'années après la fin de la fusion, car l'expansion de l'univers aura éloigné tout le reste. Les galaxies ont aussi une durée de vie, et leur mort est un lent fondu. La Voie lactée se maintient actuellement en formant environ 1 à 2 nouvelles étoiles par an, mais le gaz et la poussière nécessaires à la formation d'étoiles sont limités. Chaque nouvelle étoile consomme une partie du gaz disponible, et chaque génération d'étoiles enferme un peu plus de matière dans des vestiges stellaires qui ne la rendent pas, comme les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Au fil des milliards d'années, l'approvisionnement en gaz de formation d'étoiles s'épuise, les nouvelles étoiles deviennent rares, et la galaxie s'assombrit. Finalement, la formation d'étoiles cessera complètement, et la galaxie deviendra un cimetière de cadavres d'étoiles en refroidissement, s'estompant lentement vers le noir absolu. Ce processus, qui prend des billions d'années, est inévitable, et chaque galaxie, y compris Milkomeda, y est confrontée. Tomber vers le grand attracteur ne peut empêcher cette extinction finale. Lorsqu'une étoile meurt, elle laisse un cadavre derrière elle. Les petites étoiles, comme les naines rouges, continueront à briller pendant des billions d'années. Les étoiles de taille moyenne, comme le Soleil, se dépouilleront de leurs couches externes et s'effondreront en naines blanches, des restes denses de la taille de la Terre. Les étoiles massives explosent en supernova, laissant derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs dont rien ne peut s'échapper. À mesure que l'univers vieillit, ces restes s'accumulent. Les naines blanches se refroidiront en naines noires, les étoiles à neutrons deviendront silencieuses et les trous noirs s'évaporeront lentement par le rayonnement de Hawking. L'univers futur sera rempli de billions d'étoiles mortes, dérivant dans des galaxies qui ne produisent plus de lumière. Le flux cosmique vers le grand attracteur continuera, mais ce sera un flux de matière sombre et froide. C'est une trajectoire confirmée et prédite à travers le temps cosmique. L'univers aura un début brillant et une fin sombre. Notre vitesse de 390 mètres par seconde, bien que rapide selon les normes humaines, est banale à l'échelle cosmique. La Station spatiale internationale se déplace à 5 mètres par seconde, la Terre orbite à 10 à 8 mètres par seconde, et le système solaire tourne autour du centre galactique à 130 mètres par seconde.
Certaines galaxies dans des amas lointains se déplacent à plus de 1000 mètres par seconde, tandis que les photons voyagent à la limite de vitesse universelle de 186 000 mètres par seconde. Ce qui rend notre vitesse spéciale, ce n'est pas sa magnitude, mais l'histoire qu'elle nous raconte sur le paysage gravitationnel qui nous entoure, les structures cachées et le réseau cosmique qui nous relie sur des centaines de millions d'années-lumière. Notre vitesse est une information sur où nous sommes et à quoi nous appartenons. En 1915, Einstein a prédit que des objets massifs en mouvement créeraient des ondulations dans l'espace-temps, appelées ondes gravitationnelles. Un siècle plus tard, en 2015, l'observatoire LIGO a détecté ces ondes pour la première fois. Venant de deux trous noirs en collision à 1 milliard d'années-lumière, les ondes ont étiré et comprimé les bras de LIGO de moins d'1 millième de la largeur d'un proton. Depuis lors, des dizaines de fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons ont été entendues. Les ondes gravitationnelles ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers, permettant de détecter des objets qui n'émettent pas de lumière et de cartographier la toile cosmique. Le grand attracteur a été découvert avec la lumière, mais les prochaines structures massives pourraient être trouvées en écoutant les vibrations de l'espace-temps lui-même. Le superamas Laniakea et le grand attracteur n'ont pas toujours existé. L'univers primordial était composé de nuages de gaz presque uniformes, avec de minuscules variations de densité. La gravité a amplifié ces petites différences au fil du temps, amenant les régions légèrement plus denses à attirer de la matière et à devenir encore plus denses, tandis que les régions vides se vidaient davantage. Sur des milliards d'années, ce processus a formé les étoiles, les galaxies, les amas et finalement les superamas que nous voyons aujourd'hui. Le grand attracteur est le produit de milliards d'années d'accumulation lente de matière, guidée par les conditions initiales établies dans les premiers instants du Big Bang. L'univers observable a une limite, fixée par la vitesse de la lumière et l'âge du cosmos. Avec un univers âgé d'environ 14 milliards d'années, la lumière la plus lointaine que nous puissions voir a voyagé pendant 14 milliards d'années. Comme l'univers s'est étendu, le bord de cette sphère observable se trouve maintenant à environ 46 milliards d'années-lumière. Bien que le grand attracteur se trouve bien à l'intérieur de cette sphère, nous ne saurons être jamais ce qui se trouve au-delà du bord, s'il existe d'autres grands attracteurs ou des structures massives que nous ne pourrons jamais voir. Il devrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables au sein du superamas Laniakea. Si la vie est apparue ne serait-ce que sur une fraction d'entre elles, nous pourrions partager notre voyage avec d'innombrables civilisations. Pourtant, comme le souligne le paradoxe de Fermi, nous n'avons aucune preuve d'intelligence extraterrestre. Peut être que la vie est rare, peut être que les civilisations s'autodétruisent, ou peut être que les distances rendent la communication impossible. Bien que le grand attracteur nous relie gravitationnellement à 100 000 galaxies, il ne réduit pas ces distances. Nous tombons être tous ensemble, mais en silence. L'univers obéit à des règles mathématiques absolues, comme la loi de l'inverse du carré pour la gravité ou la constance de la vitesse de la lumière. Ces équations froides régissent notre chute et ne se souciant pas de nous. Cependant, cette intelligibilité nous permet de comprendre le cosmos à un niveau sans précédent. Le superamas Laniakea est notre foyer cosmique, une étendue de 520 millions d'années-lumière contenant 100 000 galaxies, mais l'univers est rempli d'autres superamas, comme Persée-Poisson et Coma. Ces structures sont organisées le long des filaments de la toile cosmique, et notre mouvement est la somme des influences gravitationnelles venant de tout l'univers observable. Oui, vous faites partie de quelque chose d'immense, d'ancien et de magnifique, et ce voyage cosmique a été façonné par des forces mises en mouvement il y a des milliards d'années. C'est nous qui créons le sens, nous qui racontons l'histoire, et cette nouvelle histoire, fondée sur des preuves, est plus fascinante que tout ce que nous aurions pu imaginer. Mais chaque histoire a un début, n'est-ce pas? Notre histoire commence avec ce moment singulier où tout a commencé, le Big Bang. C'était la limite ultime de notre connaissance et de notre imagination. Avant ce moment, c'était un océan sombre, ce que la science appelait l'ininterrogeable. Jusqu'à maintenant, et si je vous disais que la ligne de départ de ce voyage n'était pas vraiment un départ?
Et si, pour la première fois, une lumière commençait à percer des profondeurs de cet océan sombre? Dans notre prochaine vidéo, nous nous attaquons à la question la plus grande et la plus bouleversante de la cosmologie. Une question qui n'est plus une théorie ou une philosophie, mais une question qui trouve une réponse avec de nouvelles preuves. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer cette découverte qui va fondamentalement ébranler toute notre compréhension de l'univers. Parce que c'est un épisode que vous ne voudrez vraiment pas manquer. D'ici là, imaginez au-delà des commencements. Bonne soirée.